J'ai adoré mon métier, j'ai adoré le parcours et l'histoire dans laquelle j'ai grandi et je ne serai jamais assez reconnaissante de ce parcours. Cependant, à un certain moment, je pense comme toute personne dans une vie, il y a celle qu'on voulait être et celle qu'on est devenue. On peut avoir le meilleur entourage parce que je suis très bien entourée et j'ai vraiment été, voilà, je n'ai jamais manqué de rien, j'étais bien entourée. Mais je pense que tant qu'on n'a pas le déclic personnel et que tant qu'on n'a pas, le courage d'abandonner, parce que sincèrement, pour passer à autre chose, pour arriver à changer, de vie, il faut savoir abandonner certaines choses et je pense que c'est le plus difficile. Et mon grand-père, c'est mon grand-père aussi, au-delà de l'olfaction, qui m'a transmis ceci. Et il me répétait constamment: «Angie, si tu veux réussir dans la vie, fais ce que les autres ne font pas». Et je l'ai fait malgré moi, parce que même si j'avais voulu faire différemment et comme les autres, j'en suis incapable. Donc quelque part, c'est moi, mais avec toujours ce précepte dans ma tête en disant: «Angie, fais ce que les autres ne font pas et sois toi-même et tu n'es pas comme les autres. Donc vas-y». Vous écoutez le podcast Rendez-vous sur la prom. Bonjour à tous et bienvenue dans Rendez-vous sur la prom, saison 4, épisode 4. Alors aujourd'hui, c'est une rencontre exceptionnelle avec Angie Vautrin, une jeune parfumeuse varoise qui a monté sa propre marque. Alors elle va nous raconter tout ça, comment aujourd'hui on peut créer son parfum dans un univers qui est ultra concurrentiel, et puis elle va nous parler aussi d'entrepreneuriat, comment une jeune femme arrive dans ce milieu et arrive à se faire un nom et un nez. Elle va nous parler de tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Angie, bonjour. Bonjour. Alors, Angie Vautrin, pourquoi on t'invite déjà parce qu'on a fait un épisode avec Kélian qui est sorti au mois de juillet. Et quand on lui a demandé qui fallait inviter, il nous a dit il faut absolument inviter Angie Vautrin parce qu'elle est super. Alors, je lui ai dit oui, d'accord, mais... Ça va pas être suffisant. Et quoi d'autre ? Il m'a dit parce que elle a la pêche, elle a envie d'avancer, c'est une super entrepreneuse, c'est une femme et c'est assez rare dans ce milieu entrepreneurial d'avoir des femmes. Elle aime transmettre, elle va certainement donner des idées et des envies à d'autres personnes. Voilà ce qu'il nous a dit sur toi. Alors, c'est à peu près, c'est à peu près vrai. Alors, je suis une femme, ça c'est certain. Entrepreneuse, c'est sûr aussi. Et effectivement, c'est un long chemin de croix, l'entrepreneuriat, quand on est une femme et une jeune femme en plus. Donc, moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière très tôt. J'avais 20 ans. J'ai rencontré une formidable personne qui a racheté une société historique dans la parfumerie. Et On va en parler plus en détail. ouais, voilà. Et je veux vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, mais j'ai commencé très jeune, en tout cas, dans ce domaine-là, qui est complètement ma passion. Alors, on va parler d'odeur, de parfum, on va parler de pas mal de choses, d'entrepreneuriat, bien évidemment, et de la région. Pas forcément de Nice, puisque tu n'es pas niçoise, tu es cannoise. Voilà, non, il n'y a pas de problème entre niçois et cannois, on n'a rien dit du tout. Et en revanche, je suis la personne la plus mal placée pour t'interviewer, parce que j'ai un odorat complètement pourri. D'accord. Voilà, donc je sens les odeurs, mais globalement, je suis assez nul. D'ailleurs, madame me le reproche assez souvent. Donc, Alors ça, c'est pas sûr, on vérifiera ça peut-être après. C'est peut-être juste une histoire de perception. On n'est pas tout à fait nul. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sentent absolument rien, mais d'autres qui sont plus sensibles à certaines odeurs et pas d'autres. Et okay. Ça peut être une chance, hein, parce que de sentir tout, c'est pas toujours... Ça me rassure. Ok, c'est cool. Donc, tu es la cofondatrice d'Ingrédientaliste. On va y revenir plus en détail. C'était qui, Angie Vautrin, avant Ingrédientaliste ? C'est quoi ton parcours ? Alors, mon parcours, moi, il a commencé très jeune et je savais exactement ce que je voulais, puisque passionnée par l'olfaction en général, c'est mon grand-père qui m'a transmis cette passion. Il était fou d'odeur, mais toute odeur confondue. La cuisine, il faisait tout au nez, l'odeur des fleurs, des femmes, de plein de choses dans la vie. Et c'est par lui que j'ai eu cette passion sur l'odeur. Donc, dès que j'ai commencé mon parcours, je savais que je voulais travailler dans la parfumerie ou dans la cosmétique. J'ai fait des grandes marques, Chanel, Dior, mais je n'étais pas tout à fait à ma place et j'ai eu la chance de croiser le chemin d'une personne qui rachetait une boutique historique sur Cannes
et qui a souhaité commercialiser la marque qui fabriquait depuis 400 ans de génération en génération. Et moi, j'étais tout au début de ma carrière, j'étais en alternance dans le marketing et j'ai suivi cette personne et on a commencé, on était deux. J'avais 20 ans et à 25 ans, j'ai commencé au marketing, je suis devenue la directrice générale puisqu'on a racheté derrière une usine. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans cette merveilleuse industrie et j'ai eu la chance de faire tous les métiers. Et quand j'ai quitté mes fonctions de directrice générale, on était plus d'une centaine. Voilà mon parcours d'entrepreneuse. Pas mal. Oui. Tu étais déjà sensible aux odeurs quand tu étais petite ? J'étais sensible, tout à fait. L'odorat, c'est un don qu'on va venir un petit peu cultiver, un petit peu. C'est différent de la vision du toucher puisque on a quelques odeurs et puis plus on en sent, plus on va emmagasiner un catalogue olfactif dans notre cerveau. Mais c'est quelque chose qu'on a d'instinct. Tu te souviens de tes premières odeurs quand tu étais petite ? Ouais, j'ai beaucoup d'odeurs. D'ailleurs, l'odeur, c'est vraiment quelque chose qui fait voyager. C'est la mémoire olfactive, c'est le plus puissant des souvenirs. Et par exemple, on peut se rappeler, et moi, c'est les odeurs que je me rappelle. Je sais pas, une madeleine que notre grand-mère faisait. Une fleur d'oranger que notre maman portait de toute petite, les odeurs de fleurs, moi j'aime beaucoup, toutes les odeurs de fleurs, ça c'est des choses qui me font vraiment voyager. C'est marrant d'ailleurs ce terme de Madeleine de Proust en fait, c'est oui, vraiment référence à cette odeur. Mais c'est typique, c'est vraiment quelque chose, alors là c'est le côté culinaire, mais c'est quelque chose qui peut nous renvoyer dans la cuisine de notre grand-mère il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Moi je discute avec des personnes parfois qui sentent une odeur ou un parfum ou une matière première, je travaille beaucoup avec les matières premières, je les partage beaucoup autour de moi et qui me disent oh là là, il ferme les yeux et il se transporte à des souvenirs, des bons ou des moins bons, ça dépend, mais en tout cas, c'est très très puissant. Quand est-ce qu'un parfum devient plus qu'un simple produit d'après toi ? Quand il transmet une émotion. Moi, c'est comme ça que je vois le parfum, c'est l'émotion, c'est ce que ça va provoquer en nous. Alors, il y a parfois des choses qui s'expliquent, d'autres qui s'expliquent moins, mais ça va déclencher une émotion. Et ça, à partir de ce moment-là, c'est là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, c'est quelque chose qui me transporte, comme quelqu'un, un mélomane écouterait de la musique. Moi, une odeur, me transmet des émotions. Je vis au travers des odeurs. Tu disais que tu avais passé donc plus d'une dizaine d'années dans cette entreprise cannoise. Alors, de base, oui, Cannoise, c'est une entreprise historique qui avait plus de 200 ans d'existence. Et ensuite, plutôt sur les hauteurs de Grasse, quand on a eu une usine de fabrication de parfums. C'est the place to be. Eh oui, c'est la capitale mondiale du parfum et c'est vrai. Pourquoi c'est la capitale mondiale du parfum ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors c'est historique, historiquement, Grasse était connue en fait pour la culture du cuir. Et en fait, les tanneurs, lorsqu'on cultive le cuir, ça a une odeur très forte. Donc en fait, on a développé des bases parfumées pour camoufler l'odeur du cuir. Et en fait, de plus en plus, ça a pris une telle ampleur que tous les corps de métier de la parfumerie se sont développés. Donc, la matière première, tout ce qui est aussi les verriers, les cartonniers, les chaînes de production. Voilà, donc il y a vraiment tous les corps de métier qui sont regroupés sur Grasse et c'est notre force parce que du coup, on est vraiment tous ensemble. C'est un très, très petit milieu et on peut tous travailler ensemble et ça, c'est vraiment très, très sympa et c'est mondialement reconnu. Et les grandes marques de parfums viennent sur Grasse aussi ou Alors, il y a des grandes marques de parfums sur Grasse, notamment ils ont quelques champs. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a très peu de sièges sociaux qui sont basés à Grasse parce que ce sont plutôt les usines de fabrication et les usines de conditionnement. Il y a beaucoup d'intermédiaires, très peu de marques qui font vraiment tout le parcours de A à Z. Non, les sièges sont plutôt sur les Champs-Élysées. Oui. Ça t'a appris quoi, cette dizaine d'années dans cette industrie avant de ton parcours d'ingrédientaliste Alors, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a quasiment tout appris, en fait, parce que sans ça, j'aurais jamais pu créer ma marque de parfum, parce que
la particularité d'Ingrédientaliste, c'est vraiment qu'on maîtrise tout de A à Z. Donc, de la formulation, aujourd'hui, je suis le nez de la marque, donc je formule mes propres parfums et jusqu'à la législation, jusqu'à la fabrication, jusqu'au conditionnement, jusqu'à la distribution, jusqu'au marketing. Et c'est ça que ça m'a appris. Comme la marque, je l'ai vraiment vu grandir et évoluer. J'ai eu la chance de faire tous les métiers de l'industrie et ça, c'est très rare parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'intermédiaires et en général, chacun sont spécialisés dans un domaine, mais très peu font tout de A à Z. Et moi, c'est vraiment la chance que j'ai eue. J'ai fait aussi bien la formulation, la recherche et développement, la législation, mais ça va aussi du marketing, la communication, les réseaux sociaux, la comptabilité, l'informatique, vraiment tous les métiers qui permettent aujourd'hui de développer une marque de A à Z. Et c'est ce que ça m'a vraiment appris. Et le deuxième volet, ça m'a appris aussi l'adversité, la ténacité, le fait de jamais rien lâcher et l'être humain aussi, avec 100 employés qu'on voit évoluer. L'humain, c'est très, très, très complexe, plus qu'une marque, plus que n'importe quel domaine d'activité. Et je pense que dans chaque être humain, on peut apprendre quelque chose. Et ça m'a beaucoup enrichi. Bon, je crois que la législation, c'est ta partie préférée. Non, on touche une corde sensible, j'ai l'impression. Non, la législation, c'est un enfer. C'est très, très, très... Alors, c'est un enfer. Ça dépend. Il y a des personnes qui sont très à l'aise. Moi, très peu. Et c'est un casse-tête. Et c'est très lent et très fastidieux. Et du coup, c'est pas du tout un domaine dans lequel je m'épanouis. C'est hyper réglementé, le parfum ? Alors, c'est très réglementé. Alors, il y a des différentes législations en fonction du pays. Nous, on est réglementé par la norme IFRA, en fait, qui est une norme européenne et qui permet, en fait, d'avoir des matières plus ou moins autorisées ou non et aussi de réglementer leur concentration dans les produits, D'accord. que ça soit du produit cosmétique, c'est-à-dire du parfum corporel ou du parfum d'ambiance. À chaque fois, c'est régi sous une norme différente. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, le parfum corporel, c'est l'IFRA. Et donc, ça donne un petit peu les matières autorisées, non autorisées, les pourcentages et aussi une liste de certains ingrédients, notamment allergènes pour la peau. Bon, alors, tu es DG de la boîte, tout va bien. Tu avais passé par tous les métiers. Tu as commencé en alternance au culot. Ah, clairement, là, c'était du culot et ouais. Bon, il en faut, de toute façon. Ouais, quand on est jeune, on est un petit peu fougueux et... c'est pas plus mal. Je pense que c'est pas plus mal. Exactement. Donc, tu commences comme ça. Tu fais un peu tous les postes. Tu es DG, donc tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment tu te dis, bon, allez, je lâche tout et je vais monter ma boîte? C'est quoi le déclencheur? Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, disons-le nous, parce que j'ai adoré mon métier, j'ai adoré le parcours et l'histoire dans laquelle j'ai grandi et je ne serai jamais assez reconnaissante de ce parcours. Cependant, à un certain moment, je pense comme toute personne dans une vie, il y a celle qu'on voulait être et celle qu'on est devenue. Et je pense que les ambitions, les envies changent et que parfois on reste dans un endroit qui nous ressemble plus. Et je pense qu'à un moment donné, je n'étais plus en phase avec mes fonctions et la personne que j'étais aussi à ce moment-là et que j'avais une envie un peu plus personnelle de faire quelque chose et de créer quelque chose qui me ressemble. Et c'est quoi ou qui t'a donné le courage de sortir de cet environnement hyper sécure et de faire ce grand saut dans le vide? Alors moi-même, je pense sincèrement que on peut avoir le meilleur entourage parce que je suis très bien entourée et j'ai vraiment été, je n'ai jamais manqué de rien, j'étais bien entourée. Mais je pense que tant qu'on n'a pas le déclic personnel et que tant qu'on n'a pas le courage d'abandonner, parce que sincèrement, pour passer à autre chose, pour arriver à changer de vie, il faut savoir abandonner certaines choses. Et je pense que c'est le plus difficile. On va y revenir plus en détail après sur l'ingrédientalisme, mais c'est quand même quelque chose de différent.
pareil, à quel moment tu as compris que ton idéal était différent de celui qui pourrait être un peu classique chez les gens, d'avoir ce poste, tu vois, enfin. Alors ça, sincèrement, c'est quelque chose qu'on a depuis toujours. J'ai toujours compris ou toujours subi aussi le fait que je ne rentre pas dans une case, que j'étais différente et que je n'étais pas vouée à faire comme les autres. Et mon grand-père, c'est mon grand-père aussi, au-delà de l'olfaction, qui m'a transmis ceci. Et il me répétait constamment, Angie, si tu veux réussir dans la vie, fais ce que les autres ne font pas. Et je l'ai fait malgré moi, parce que même si j'avais voulu faire différemment et comme les autres, j'en suis incapable. Donc, quelque part, c'est moi, mais avec toujours ce précepte dans ma tête en disant, Angie, fais ce que les autres ne font pas et sois toi-même et tu n'es pas comme les autres. Donc, vas-y. Tu te souviens de la réaction des gens sur la plage pour ton anniversaire quand tu leur as dit que tu allais monter Oui, j'ai travaillé une interview, madame. Oui, je vois ça, mon Dieu. Quand tu as annoncé que tu allais monter ta boîte, tu te souviens de la tête qu'ils faisaient? Alors, comme d'habitude, tout mon entourage est à la fois surpris parce que j'ai toujours des idées farfelues et surtout qui sortent vraiment des sentiers battus et surtout qui sont très... c'est d'un coup, quoi, voilà. Donc, je me rappelle que me regarder comme ça, comment ça, Angie, tu vas quitter ton poste de DG, mais qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Souvent, les gens ont plus peur que moi, et que ce soit mes proches, ma famille, mes amis, mais me connaissent quelque part aussi. Donc, venant de moi, ils me disent, de toute façon... on est surpris, mais venant de toi, on n'est pas finalement si surpris que ça. Et donc, au début, c'était des étonnements. Et puis après, quand j'ai partagé mon projet, comme je l'incarne un petit peu, ils se sont dit, waouh, ah ouais, en fait, s'il y a quelqu'un qui doit le faire, c'est toi finalement. Voilà. Et Marie? Alors Marie, une de mes amies fidèles, on s'est rencontrés au travers d'une autre passion qu'on a en commun, la danse. Et la danse, ouais. Ouais, c'est mon côté artistique. Voilà, la danse, une passion que j'ai depuis aussi toute petite. Et Marie aussi, et on s'est rencontrés au travers de notre cours de danse. Et donc, du coup, ce jour-là, à mon anniversaire sur la plage, je partage à mes amis et tout le monde donne son avis, sauf Marie. Marie ne dit rien. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui pose la question, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, elle était déjà en train de réfléchir. Je dis, elle me dit, je réfléchis, comment on peut mettre ça, Alors, du coup, j'avais l'impression qu'elle faisait déjà partie du projet. Et en fait, Marie, elle travaillait chez Fragonard au marketing. Donc, elle était déjà dans la parfumerie, dans le marketing. Et elle a un rêve qui lui est propre. Et c'est aussi de créer une marque de cosmétiques. Mais Marie est jeune et a encore beaucoup de choses à apprendre et du coup elle rêvait secrètement depuis quelques années de travailler un jour avec moi. Au début elle pensait travailler dans mon ancienne vie, j'ai envie de dire, et puis là le fait que je me lance, voilà, elle gardait un petit peu ça secrètement. Et quand je me suis lancée, le jour où j'ai décidé de créer Ingrédientalis, c'était quelques mois après. Donc tout s'est enchaîné. Mon anniversaire, c'était en mai. Je quitte mon poste de DG fin mai et je décide en août, septembre de lancer Ingrédientalis. Et j'appelle Marie un beau matin et je lui dis, il faut qu'on se voit. On déj ensemble. Je lui dis, écoute, je lance Ingrédientalis. Je veux que tu sois avec moi. Et elle réfléchit pas 2 fois. Elle me dit oui, je viens, je serai là. Et c'est parti. Le lendemain, on était en train déjà de développer la marque. On parlera du binôme et de l'intérêt ou pas, d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat d'être avec quelqu'un. Ingrédientalis, ta marque, repose sur un principe extrêmement simple, montrer ce que les autres ne montrent pas. Exactement. On est sur une transparence totale. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on donne la formule, on est open source à tout le monde, en fait, tout simplement. Donc, ça va à la fois de montrer l'ingrédient qu'on utilise, tous les ingrédients qu'on utilise, les matières premières qu'on va sélectionner dans nos parfums, au pourcentage de chaque ingrédient et vraiment à la transparence totale. C'est-à-dire qu'on marque la formule sur l'étiquette du produit en facing, tout simplement. Ni plus ni moins, il n'y a rien de plus que ce qui est affiché sur le produit. Pourquoi cette idée de transparence ?
Alors, c'est aussi une idée qui est assez personnelle du sens où, on en parlait tout à l'heure, quand j'ai eu le déclic parce que je ne me sentais plus à ma place, parce que je n'étais plus en phase avec celle que j'étais vraiment à l'intérieur, c'est moi, je suis quelqu'un d'assez franc, d'assez direct et donc du coup d'assez transparent. Et la parfumerie, c'est un métier qui me fascine complètement. C'est une industrie dont je suis complètement passionnée, mais qui présente certaines phases d'ombre et assez hypocrite à mon sens, où je ne suis pas en accord. Et notamment le fait qu'on ne partage pas la formule, alors qu'aujourd'hui, on est capable de reproduire n'importe quelle formule. Et ça, pour moi, c'est pas juste. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de différent et de complètement pionnier dans cette industrie. Pourquoi l'industrie du parfum, elle cultive ce secret, d'après toi? Alors, parce que c'est historique. Et historique parce que déjà, c'est une société qui est assez patriarcale. C'est une société qui est très ancienne et dont on préserve le mystère parce que, justement, auparavant, et c'était complètement légitime, la formule était secrète parce que c'était vraiment le mystère du parfumeur, de la maison, voilà, on ne partageait pas les recettes, c'était comme ça et c'était génial. Moi je trouve ça incroyable parce que justement ça permettait d'avoir une fragrance et que personne puisse la reproduire, et aujourd'hui malheureusement c'est différent. Ouais, c'est quoi? Alors en fait, effectivement, on connaît ces marques historiques où il y avait des parfumeurs historiques et qui avaient créé, je sais pas, un Chanel numéro 5, par exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas plus du marketing que de la protection du secret, quoi? Alors, du marketing, oui, la parfumerie, c'est beaucoup de marketing, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est certain, mais c'est surtout, il n'y a pas de protection. Comme on ne peut pas déposer une formule, moi, je l'ai vécu, hein, globalement, on parlait de la législation. J'ai voulu déposer ma formule puisque moi, je donne ma formule. Donc, tant qu'à faire, autant la protéger. C'est impossible. On ne peut pas, aujourd'hui, il n'y a pas de propriété intellectuelle sur une formule de parfum. On peut déposer une enveloppe solo pour le concept. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon concept qui prône des choses un petit peu différentes. Mais la formule n'est pas protégeable. Donc ça, pour moi, c'est très grave. Aujourd'hui, il faut le savoir, c'est l'industrie du parfum est celle qui est le plus copiée, c'est celle où il y a le plus de dupes. Et c'est malheureusement celle contre laquelle on ne peut pas lutter. Parce que, par exemple, je ne sais pas moi, dans le domaine des vêtements ou de la maroquinerie, on voit similairement, c'est une copie. C'est la même chemise, c'est le même sac à main. Dans la parfumerie, ça ne se passe pas comme ça. On va pas dire la douane arrivée en me disant c'est la même chose, ça ne marche pas comme ça. Et donc, c'est ce qui est très, très grave aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir protéger une formule. Oui, donc en fait, les copies de parfums qu'on peut voir dans certains pays, si les types avaient des ingénieurs un peu pointus, ils arrivent à reproduire. Ça arrive en France, tu vends une copie, normalement, t'es pas... Enfin, une copie, donc qui n'a pas le même nom. Hein, oui, tout à fait. Mais qui ressemble presque à s'y méprendre au parfum original, tu peux rien faire. Aucun moyen. Aucun moyen de le vérifier. On va dire officiellement. Ouais, officieusement, quand je vous dis aujourd'hui qu'on peut reproduire n'importe quelle formule, c'est vrai, et il n'y a pas besoin d'être pointu. C'est que toutes les usines de fabrication de parfums sont équipées de machines qui s'appellent des chromatographies, avec lesquelles on peut reproduire n'importe quelle formule en 5 minutes. C'est-à-dire qu'on met l'échantillon, on a un spectre qui sort, on sait exactement les matières premières, le pourcentage, et j'ai envie de vous dire même le fournisseur, d'où viennent les matières premières. Donc, c'est très simple de reproduire une formule. Mais légalement, par contre, on ne peut pas la protéger, on ne peut pas la déposer et on ne peut pas vérifier que c'est une copie. Alors, toi, tu affiches ta formule. Oui. T'as pas peur d'être copié? Alors ça, c'est la grande question. Pardon de poser parce que, non, mais c'est vrai, tout le monde me dit, mais du coup, je peux reproduire ça chez moi? Bien sûr. En fait, dans 99% du temps, c'est le cas. Je sais pas, moi, je vais citer la marque, je sais pas, n'importe quoi, mais tropézienne. Une tropézienne. Tout le monde sait faire une tropézienne. Hein. Il n'y a pas de secret. Mais pour autant, la marque existe quand même et elle a tout son sens. Mais tout est fait comme ça. Demain, un t-shirt Dior, on est capable de reproduire un t-shirt Dior. Il n'y a pas de difficulté.
Tout est comme ça aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'on a la peur de la copie, mais comme dans n'importe quelle, en fait, finalement, industrie, dans n'importe quel secteur. Par exemple, là, toi, dans ton cas, enfin, je ne veux pas donner des mauvaises idées, hein, bien évidemment, mais dans ton cas, comme tu affiches tout avec le pourcentage, Mhm. on peut copier, entre guillemets, assez facilement un parfum ou pas? Ah, tout à fait. Ah, c'est complètement faisable, tout à fait. Maintenant, tout le monde n'a pas accès aux matières premières et heureusement, il faut quand même voilà, s'adresser à des fournisseurs spécifiques qui sont dans un cercle d'activités spécifiques. Mais bon, c'est un petit peu comme tout. Est-ce qu'on peut reproduire un mur? Bah oui, maintenant, il faut commander chaque élément pour pouvoir refaire ce mur. Voilà. Et créer la marque, créer le pourcentage, créer le bon dosage. C'est pas si facile que ça. Derrière, il y a quand même une technicité, et heureusement, du métier de parfumeur qui voilà, donne les bons dosages, donne le bon équilibrage, les bonnes pesées, les bons fournisseurs. Voilà, il y a une technique derrière qui est, et heureusement, un peu plus complexe qu'une simple formule de cuisine. Si les marques de parfums se mettaient à mettre la compo exacte, tu serais contente, toi, ou pas? Alors, c'est une très, très, très bonne question. Aujourd'hui, si j'ai créé un ingrédientaliste, c'est pas seulement pour lancer une marque, c'est aussi pour lancer et ouvrir un débat. Moi, je ne suis pas pour que les marques, et c'est contre ma marque, j'ai envie de dire ça, mais voilà, je pense que quand on fait les choses, il faut les faire pour que ça soit entendu, il faut les faire à 100%, à 200 même. Donc, c'est pour ça qu'on a fait si précis. Et je ne suis pas pour que les marques donnent l'intégralité de leur formule, absolument pas. Je suis pour que les marques fassent, et notamment pour le consommateur, preuve de plus de transparence, comme d'autres secteurs, et un secteur qui est très similaire, la cosmétique. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé mon métier, et que dans cette fameuse boutique historique, on faisait tout à la main. Donc aussi bien la parfumerie que la cosmétique. Et depuis 400 ans, on mélangeait les matières premières, un petit peu d'huile de calendula, un petit peu d'huile de vison, un petit peu d'eau, de ci, de là. On faisait la tambouille et on donnait directement au client. Quand moi, j'ai commencé il y a 15 ans, la législation sur la cosmétique n'était pas aussi réglementée qu'aujourd'hui et on n'avait pas besoin d'afficher toute la liste des ingrédients. Et forcément, la législation s'est durcie, cette boutique historique a dû fermer parce qu'on n'était plus du tout aux normes. Et aujourd'hui, la parfumerie est le seul, et je dis bien le seul, secteur encore autorisé à ne pas donner la liste de ses ingrédients. Donc, en fait, c'est tout simplement moi ce que j'aimerais. C'est juste que le débat soit ouvert et qu'un jour, on puisse lire tout simplement sur son parfum, si j'achète un parfum à la rose, qu'il y a de la rose dedans. Si il y a des matières premières sur lesquelles je n'ai pas envie qu'elles soient appliquées sur ma peau parce que j'ai une allergie ou parce que je n'aime pas cette matière première, je puisse l'avoir. Dans une crème aujourd'hui, et vous verrez, n'importe quel consommateur, lorsqu'il achète une crème, va regarder ce qu'il y a dedans. J'achète une crème au collagène, je regarde s'il y a du collagène. Et c'est complètement normal et personne n'a peur d'être copié. Alors, on donne la liste des ingrédients sans pour autant donner le pourcentage, mais on a une indication chronologique puisqu'on est affiché l'ingrédient qui est le plus concentré vers le moins concentré, mais au moins on sait ce qu'on a dedans. Et ce qui est le plus fou dans la cosmétique, parce que c'est aussi comme ça, on a tous les ingrédients sauf le parfum. Il y a marqué parfum. Mais derrière le mot parfum, il peut y avoir 2 ou 200 ingrédients. On n'a aucune idée de ce que ça peut être. Les seules molécules, matières premières qui sont affichées, ce sont les allergènes réglementés. Lorsqu'ils sont concentrés à un certain dosage, au-dessus de la législation, on est obligé de les afficher. Mais sinon, absolument pas. Tiens, j'ai une question technique à 2 balles. C'est quoi la différence entre les parfums, les eaux de parfum, les eaux de toilette? Alors, c'est une très bonne question. C'est pas à 2 balles du tout parce que... Une question, je suis trop content. Ouais, j'ai l'impression que tu travailles dans la parfumerie depuis toujours. Alors, il y a... On connaît tous, et il y a des appellations qui varient en fonction de la concentration. Donc, on a les eaux de toilette, les eaux fraîches, les eaux de parfum, les parfums, les extraits.
Et normalement, ces appellations sont censées donner une indication sur la concentration. La concentration, c'est quoi? C'est le degré de parfum, donc la composition parfumée, par rapport à l'alcool. OK? Par rapport à l'alcool. Donc, plus c'est concentré, plus il y a de composition parfumée, moins il y a d'alcool. Voilà, jusque-là, tout va bien. Sauf que, où le bas blesse, c'est que comme on ne connaît pas la composition, ni de la composition parfumée, ni de la concentration d'alcool, eh bien aujourd'hui, on peut légalement appeler un extrait de parfum et avoir 5% de concentration de parfum, et dans une autre marque, avoir 20% de concentration et que ça s'appelle un extrait. Mais il n'y a pas de réglementation. Alors, déontologiquement, on a des fourchettes. Ouais. Je ne sais pas, un parfum, c'est entre 10 et 13. Un extrait, ça va être à partir de 20, voilà, etc. Enfin, haut de parfum, 13, 15. Parfum, 15, 20. Et au-delà de 20, c'est un extrait. Donc ça, c'est la déontologie. C'est ce qu'on nous apprend et c'est ce qu'on aimerait que ça soit... appliqué pour le consommateur, mais c'est pas souvent le cas. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce dans un parfum sur l'étiquette, qui est la liste des ingrédients, la liste Tinky, qui regroupe pas grand-chose. Ouais. L'alcool, puisqu'il y en a 80% en général, minimum. Le mot parfum, comme je vous disais tout à l'heure, fragrance, où derrière, il peut y avoir 200 ou 200 ingrédients, mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est des matières olfactives ou non? Ça aussi, on y reviendra. Et l'eau, si vous voyez qu'il y a de l'eau, c'est que votre parfum est concentré à moins de 20% de composition parfumée. Et vous verrez très souvent des extraits de parfum avec de l'eau. Donc, c'est qu'ils ne sont pas concentrés à plus de 20%. C'est pas pour ça qu'il est moins cher. D'extrait. Ah, pas du tout. Pas du tout. Voilà. On reviendra sur ton parfum un petit peu plus tard. Moi, je voudrais parler d'entrepreneuriat. Parce que c'est aussi pour ça que Kélian, qu'on salue, nous a donné ton nom. C'est quoi le plus dur? C'est de créer un parfum ou de créer une entreprise? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. Je dirais c'est tout le cheminement qui est très, 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 très long. Et c'est difficile de créer une entreprise, on ne va pas se mentir, à tout point de vue. Dans la partie technique, disons-le nous, en France, on n'est pas... La législation. La législation, les dépôts, tout est long et tout est très, très, très complexe. Créer une marque de parfum aussi, c'est difficile du sens où il faut créer un storytelling, il faut trouver ce que les autres ne font pas, il faut avoir la différenciation. Nous, en plus, on est dans un marché hyper concurrentiel, donc vraiment, il faut faire sa place. Et encore une fois, si on choisit en plus un endroit de la carte où personne ne l'a déjà fait, le chemin est encore plus long parce que il faut vraiment tout créer de A à Z, un nouveau positionnement, un nouveau concept, un nouveau méthode de distribution. Enfin, tout est compliqué, tout est difficile. Mais où alors c'est le plus difficile? C'est dans la longueur. Parce qu'une fois qu'on a tout créé, une fois qu'on a eu la bonne idée, une fois qu'on a eu toutes les difficultés pour en arriver là et que la marque est lancée, et bien là, c'est là où tout commence. Parce qu'au contraire, nous, on se dit, ça y est, tout est prêt, ça part. Ah non. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut redoubler de courage, d'abnégation et de ténacité. Parce que c'est comme un marathon. On a fait le sprint jusque-là et voilà, on a vraiment tout donné. Mais à partir de là, c'est comme si vous avez gravi une montagne et là, on vous dit, ça y est, maintenant, il faut gravir la seconde. Et c'est là qu'il faut être solide. Moi, je pensais avoir un mental d'acier avec à ma petite hauteur, avec ce que j'avais vécu. Ah non, là, c'est pas de l'acier qu'il faut. C'est là, c'est ça le plus dur. Ouais, je te retrouve vachement là-dessus sur... en fait, ouais, on a fait toute la préparation pour le marathon, donc on se dit, ok, c'est nickel, tout est prêt, je suis entraîné, j'ai fait tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que le tenir dans la durée pour une entreprise, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Puis je pense qu'au moment où tu montes la boîte,
Enfin, il y a un enthousiasme, Ouais. tout est possible, Exactement. tout se met en Exactement. place. Alors, tu sais que, en tout cas, tu es convaincu d'avoir une bonne idée, donc enfin, tout va bien. Exactement. Maintenant, Tu après, y crois à 200%. Tu n'as presque pas de doute, finalement. Oui. Il y a eu un moment où tu as eu un doute? Alors, j'ai tous les jours des doutes. J'ai tous les jours des doutes, mais j'appellerais pas ça des doutes, j'appellerais ça plutôt des remises en question. Parce que je pense que sincèrement, il y a que comme ça qu'on avance. Mais par contre, je suis persuadée qu'il faut continuer de regarder, et se rappeler pourquoi on a lancé ce projet, pourquoi on a créé cette marque. Parce que parfois, les doutes sèment vraiment le doute. Hein, et c'est là où on peut se perdre un peu parce que quand on a des doutes, parfois on a un petit peu le moral qui baisse et on se perd un peu et on se dit, je sais pas si c'était si, c'est ça, voilà, on se perd. Et moi, je suis persuadée que là où on fait la différence, c'est quand on continue de regarder dans la même direction et qu'on vraiment, on s'accroche au moins les 2 premières années. Ah ouais, dans l'entrepreneuriat, de toute Au façon, les 2 premières années déjà sont essentielles. Et, Complètement. tu t'es déjà quand même demandé ou dit, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Alors, en toute sincérité, il y a des jours, mais moi en plus je suis les montagnes russes, je suis pas quelqu'un de linéaire. Et c'est là où ma collaboratrice m'aide beaucoup, parce que moi je suis tout ou rien. Donc forcément, il y a des matins où je me réveille et je me dis, mais t'as créé un truc de dingue, Ultra tu vas enthousiaste avec tout... 15 000 idées. Ah, mais tu vas tout dégommer, le monde entier, l'univers. Et il y a des matins où j'ai dit, mais c'est pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre et ça va être dur et c'est dur et ouais, non, moi je suis comme ça, c'est 200 ou moins 200, donc forcément ouais, il y a des jours à 100 et c'est pas facile. C'est là où on voit que c'est quand même super important d'être entouré d'un point de vue personnel. Je pense que quand on monte une entreprise, d'avoir le soutien des gens autour de soi, des gens qu'on aime. Enfin, moi, je crois que ta famille, c'est quand même quelque chose de vraiment important. Oui. Et puis, l'idée du binôme, des fois, nous, on le voit aussi pour nous. Je pense que dans le binôme, et j'écoutais un truc sur toi où tu disais que vous étiez très différentes. À l'opposé. Avec Marie, moi je vois c'est pareil avec Julien, et je crois que cette différence en fait elle est ultra importante parce que justement quand tu es tout en haut, elle est peut-être plus bas, mais en revanche et inversement, et ça permet de... En fait, complètement, elle est tout ce que je ne suis pas. C'est clair, net et précis, donc ça veut dire qu'ensemble, on est vraiment deux. Parce que si on était pareil, globalement, déjà, ça serait très compliqué, on ne s'apporterait pas grand-chose. Et on a vraiment le yin et le yang. Donc moi, je suis plutôt, comme je disais tout à l'heure, les montagnes russes, absolument pas linéaires. J'ai 1000 idées à la seconde, je suis volcanique. Voilà, dans tous les sens. Et il y en a... Donc, je suis le moteur. Je vais vraiment avancer. Et tirer. Et elle, c'est la locomotive. C'est-à-dire qu'elle me permet d'être... Elle tient le rythme. Elle tient le cap, j'ai envie de vous dire même. Enfin, j'ai envie de te dire même, elle tient le cap, le rythme. Et ça, c'est crucial. Parce que sans ça, je peux avoir les meilleures idées du monde. Je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'Ingrédientaliste serait là si elle n'avait pas été ce soutien au quotidien et cette linéarité parce que c'est vraiment c'est vraiment mon complément. Voilà. Ça existe depuis combien de temps la boîte ? Alors, ça fait 2 ans qu'on est sur le développement du projet et en septembre, ça va faire 1 an qu'on a commercialisé, le 15 septembre. Bientôt l'anniversaire. Voilà. Il va y avoir un truc sur la plage ? Sur la plage, on verra. On verra. Il va y avoir un truc, c'est sûr. Tu te souviens de la plus grosse claque que tu as prise depuis ces 2 ans ou cette année de... Alors oui, je m'en rappelle, ça a été une claque de remise en question de stratégie. Moi, je suis quelqu'un en général qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Et j'avais une stratégie bien rodée pour Ingrédientaliste, puisque nous avions
une exclusivité, on va dire, de fabrication. On a vraiment 0 intermédiaire. On maîtrise tout de A à Z. Et ça, c'est notre force et c'est ce qui fait globalement notre différence, au-delà du concept. On avait une stratégie de distribution exclusive. Voilà. Donc, on souhaitait vendre uniquement nos produits sur Internet. Finalement, ça ne s'est pas passé comme on voulait puisque le parfum, et tout le monde nous l'avait dit, mais moi, un peu entêtée, un peu têtue, il faut le dire, il faut admettre aussi ses réussites et ses défaites. Je m'étais dit qu'avec une stratégie de commercialisation de feu, puisque c'est vraiment très rodé chez nous, ça allait marcher. Eh bien non. En fait, on a vraiment besoin que les gens, c'est du parfum, ça semble logique, sentent et découvrent, mais surtout touchent et voient. Et là où est la difficulté chez un ingrédientaliste, c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver des distributeurs qui nous ressemblent. Parce qu'au-delà d'avoir un parfum de niche, on a un parfum de niche conscient. Et c'est quelque chose dans notre industrie qui n'existe pas. Donc, en fait, on a besoin de distributeurs avec un côté éco-conscient et une pédagogie autour du produit pour pouvoir expliquer en quoi on est différent et en quoi on propose quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et dans la parfumerie classique, ça n'existe pas. Donc, on n'est pas... et c'est là notre difficulté, c'est vraiment de trouver des points de vente et des endroits qui sont capables de partager cette valeur premium consciente. Et c'est là où je me suis pris une claque. Mais comme dans toute chose, on apprend, on se relève et on trouve des solutions. Tu diriges aujourd'hui l'entreprise comme une créatrice ou comme une entrepreneuse ? Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, en toute transparence, en tant qu'entrepreneuse. Voilà. Parce que créer, ça a fait partie finalement d'une toute petite partie du travail, même si aujourd'hui je continue de créer chaque jour en fait, dans des nouvelles idées, dans des nouvelles stratégies, dans des nouvelles directions. La création pure en tant que parfumeuse est très limitée. Tu as 2 produits, hein, c'est ça ? Ouais, j'ai 2 fragrances. Pourquoi, entre guillemets, que 2 ? Bon, il faudrait déjà les créer, j'en suis totalement incapable, mais pourquoi pas plus ? Alors déjà, attends, pardon. C'est pour les hommes ou pour les femmes ? Alors, c'est mixte. Alors, on est sur une parfumerie de niche mixte. C'est génial, ça, j'adore. Voilà. Et 2 fragrances parce qu'il fallait bien commencer quelque part et qu'on a privilégié les formats différents pour pouvoir proposer à notre clientèle déjà de se familiariser avec la marque, d'avoir vraiment une identité très forte parce que ingrédientaliste, les fragrances, comme la marque, c'est très conceptuel, c'est très singulier. On n'est pas du tout sur quelque chose de commercial, c'est on aime ou on déteste. Donc à partir de ce moment-là, créer une signature, c'est pas non plus facile. C'est comme un artiste quand il lance un courant. Nous, on est un peu dans cette démarche-là aussi olfactivement parlant. Donc 2 fragrances, c'était très bien pour commencer. On est en train de créer de nouvelles fragrances, mais voilà, on a privilégié les formats qui sont 100 ml, 30 ml et 3 ml pour pouvoir découvrir et se familiariser avec la marque. Qui achète ? Qui achètent ? Les consommateurs, quels sont les personas ? Alors, on est sur des personas, pareil, très, 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 très spécifiques. Et on a eu du mal, et il faut le dire, à identifier notre persona parce qu'on n'est pas du tout sur le consommateur de parfums niche classique qui aime les grandes marques de niche classique. On n'est pas du tout sur le consommateur qui aime la parfumerie sélective. On est sur quelqu'un... un consommateur qui réfléchit à ce qu'il consomme. Donc, c'est quelqu'un qui lorsqu'il, je sais pas moi, va acheter sa nourriture, il va regarder ce qu'il y a comme aliment. C'est quelqu'un qui est sportif, c'est quelqu'un qui aime les choses épurées, sans superflu. On n'est pas du tout sur le clinquant, on est vraiment sur de l'essentiel. Moi, je nous compare souvent, on est le Biocop de la parfumerie.
Voilà. D'accord. Pas d'emballage, pas de suremballage, l'essentiel, le parfum. C'est pour ça qu'on choisit notre marque, parce que c'est une marque consciente et parce que je suis intéressée par rapport à ce que je vais mettre sur ma peau, ce que je vais respirer au quotidien. C'est cette personne, notre consommateur. Un peu partout en France, à l'étranger Alors, on est un peu partout en France, mais on est surtout sur des grandes villes, sur le côté parisien, bobo, conscient. Le bobo parisien. Voilà, mais ça va aussi sur tout ce qui est côté un petit peu bordelais ou Biarritz. Voilà, c'est plutôt des villes un peu bobo quand même. Est-ce que c'est sélectif le parfum? Parce que c'est un produit qui vaut cher Oui. au départ. Donc ça s'adresse quand même à une catégorie finalement de personnes assez restreinte, non? Alors oui et non, de moins en moins, du sens aujourd'hui où à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui consommaient du parfum, mais sélectif, hein, donc dans la grande distribution, Sephora, etc. Et de plus en plus, on a eu le marché de niche qui s'est développé, donc une partie des consommateurs qui cherchent quelque chose de plus exclusif, de plus différent, de plus indépendant, disons. Et la niche, c'est vraiment un petit peu démocratisé. Et de plus en plus, on a une part de marché, on le verra, on le voit. Le parfum ne connaît pas trop la crise. Au contraire, on a de plus en plus de personnes qui se parfument. Et le marché est assez large, donc aussi bien des parfums accessibles. Ça s'est beaucoup développé, on le voit avec les marques Adopt, voilà, tout ce genre de... Je connais bien parce que c'est super pratique pour les voyages. Voilà, donc plus facilement accessible, comme le parfum de niche qui est devenu très 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 exclusif avec forcément des créations qui sont parfois, oui, très très difficiles à avoir. On pourrait retrouver un jour un Grillon Thalys dans de la grande distribution? Alors, j'aime pas dire jamais, ça va contre mes principes, mais c'est pas du tout dans l'ambition de la marque. Et non, je ne pense pas. Je vais reprendre un terme que j'ai entendu sur tes réseaux, couillu. Oui, et oui, madame. Bravo. C'est l'étiquette qui... Je ne te félicite pas. C'est quand même couillu de faire un parfum dans un milieu où tu as des... Alors, tu le dis, c'est une niche. Enfin, tu es au milieu de Dior, de Chanel, de Saint-Laurent, et tu te dis, je vais faire un parfum. Alors complètement, moi c'est pas du tout moi qui ai employé ce mot, ça viendrait pas de mon idée parce que bon déjà je parlerai pas de moi comme ça, mais c'est vrai que c'est un journaliste de chez Marie Claire qui m'a interviewée et qui m'a dit NJ, je travaille depuis 20 ans pour des grands groupes, des grandes marques et je connais cette industrie et il me dit je dois te dire un truc franchement. T'es hyper couillu. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui me colle à la peau parce que complètement, alors je le rejoins, honnêtement, aujourd'hui, il faut une part de folie. Il faut une part de folie pour se lancer dans ce milieu parce qu'effectivement, c'est hyper concurrencé et on fait face à des grands groupes, des grosses structures et ça blague pas, quoi. Donc, ouais. Et en plus de ça, moi, j'arrive avec mes gros sabots et je donne un gros coup de pied dans la fourmilière. Et je dois dire aujourd'hui que je fais peur un petit peu, même si on ne le dit pas, mais j'entends beaucoup de choses. Comme je vous disais, c'est un petit milieu. Et du coup, ouais, j'ai pas mal de critiques, mais j'ai aussi pas mal d'éloges. Donc en fait, finalement, c'est un petit peu comme moi, comme ma marque, on m'aime ou on me déteste. Ils te connaissent, les grands groupes ? Alors, j'ai eu quelques surprises de commandes, ouais, faites par de grands groupes, ouais. Donc, alors, est-ce qu'ils me connaissent ou non ? Ce que tu faisais, ouais, je pense. pour identifier un petit peu. En fait, globalement, il y a dans toutes les marques et tous les groupes une veille concurrentielle qui est légitime et qui, moi, la première, hein, on observe un marché avant
avant de s'y atteler. Et c'est intéressant de s'intéresser aussi aux nouvelles marques. Et il y en a pas mal, donc effectivement, mais pour moi, c'est plutôt gratifiant d'avoir eu des commandes de ce type. Et Ça fait des clients en plus. Et puis, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ma formule, peu de gens y croient. C'est-à-dire que quand ils voient la concentration des produits et des matières qu'il y a dedans, 30% d'ambroxan, j'ai fait 10 ans de formulation, ça n'existe pas. Hein. S'il y a 0,03%, c'est le bout du monde. S'il y en a déjà, c'est bien. Mais 30%, ça n'existe pas. C'est 1 000 € le kilo. Ça n'existe absolument pas. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet. On est sur un pop-up à Paris, dans une rue... Bobo chic, génial. Et ouais, pas loin. Pas loin. Et une personne rentre, une personne que je reconnais. C'est un parfumeur. Et donc, je lui demande si je peux le renseigner. Et il me dit, je voulais voir Ambroxan, essayer, etc. Et donc, il essaie et il me dit 30% d'Ambroxan, c'est impossible. Je dis, essayez, vous verrez bien. Si vous connaissez un petit peu la formulation, peut-être que vous verrez qu'il y en a bien 30%. Et il essaye, il me dit, waouh, mais comment c'est possible ? J'ai dit, écoutez, c'est possible parce qu'aujourd'hui, on a inversé un petit peu le schéma économique du parfum et on a enlevé tout le superflu et on est revenu à l'essentiel, c'est-à-dire la matière première. Et aujourd'hui, le prix de revient de notre jus est 10, 20, 30 fois supérieur à ce qui existe sur le marché parce qu'on a mis toute la valeur dans le jus. Il me dit, je voulais voir ça de mes propres yeux parce que j'y croyais pas un instant. Ou de son propre nez. Oui, plutôt de son propre nez. Justement, comme tu es sur Grasse, tu as contact avec des nez. Oui. Ah oui, complètement. Ah ouais. Et là, le retour de ces... Je parle pas des marques, mais là, eux, ce sont des vrais professionnels, ce sont des gens qui connaissent leur métier par cœur. Ils t'en disent quoi ? Alors, j'ai deux sons de cloche, enfin, j'ai deux a priori, puisque avant de lancer ma marque, j'ai eu la chance de pouvoir en parler à des milieux professionnels, dont des parfumeurs. Alors, j'ai une partie qui adore le projet parce que ils sont un petit peu ouverts sur les choses et surtout aussi avant-gardistes parce que tôt ou tard, on y viendra. Et du coup, ils commencent à s'y intéresser et ils remettent un petit peu leur métier tout simplement dans l'air du temps. Et d'autres, alors pas du tout, parce que c'est leur cœur de métier, justement, la formule mystère, de ne pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est comme ça qu'ils vendent et qu'ils imaginent leur création. Et ce que je respecte aussi, moi, je suis pour qu'il y ait de tout. C'est simplement, et je rêverais que ce mystère perdure, mais la technologie fait que c'est différent. Donc, il y en a qui sont un peu plus réticents. Et globalement, j'ai eu, encore une fois, j'adore, je suis fan. Et on te soutiendra. Et d'autres qui disent, ah non, mais on peut pas faire ça, c'est pas possible, on va pas faire ça. Voilà. Comment t'as glissé des marques avec j'adore. Oh, joli. Pour revenir sur l'entrepreneuriat, c'est plus facile, moins facile d'être une femme quand on entreprend? Alors, et deux femmes en plus là. Ouais, je dirais que ça a ses avantages et ses inconvénients, mais moi je m'en suis toujours servi d'avantages. Quand j'étais DG, et qui plus est dans l'industrie du parfum, j'étais entourée de beaucoup d'hommes. Et c'est difficile d'avoir la légitimité, d'avoir une parole et qu'on vous entende. Il faut le dire, c'est une réalité, ça existe. Mais d'une certaine façon, on a d'autres atouts avec lesquels on peut aussi s'en servir. Et je pense que dans la vie, c'est comme tout. Il faut savoir user de ses qualités et de ses défauts. Et qu'être une femme aujourd'hui, alors pour moi, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Moi, je trouve, dans le milieu de l'entrepreneuriat, alors bon, il y a des femmes et bien heureusement aujourd'hui. Et moi, ce que j'y vois, c'est vraiment une espèce de détermination
je vais parler de moi deux petites secondes. Moi, je suis issu du milieu militaire. C'est un milieu vraiment d'hommes. Et les femmes aujourd'hui ont toute leur place, bien évidemment. Et lors d'un reportage, je discutais sur un centre d'entraînement commando. Et je faisais un portrait sur la première femme instructrice commando dans l'armée de terre. Et je demandais aux instructeurs, mais comment ça s'est passé? En dehors du fait que, bien évidemment, les gars autour lui ont pas fait de cadeau. Mais qui disait la différence, en fait, elle est totale. C'est que les gars, quand ils vont être au bout, ils vont s'arrêter. Mais alors, ils vont aller plus loin que la jeune femme. Ils vont aller plus loin, mais quand ils seront au bout, ils s'arrêteront. Elle va s'arrêter un petit peu avant. Elle va chialer dans son coin. Tout à et fait. elle va repartir. Tout à fait. Ah oui. Bah, c'est typiquement féminin. Après, c'est historique. Ça vient de plein de choses, selon moi. C'est social, c'est culturel. Et c'est surtout le fait d'être maman. Tout ça, ça nous donne une force supplémentaire. Moi, je le vois vraiment comme un avantage. Et effectivement, on a une détermination qui est inépuisable. Et on a une solidarité aussi entre nous, on va se le dire, de plus en plus entrepreneuriale, mais aussi féminin. Et ça aide beaucoup. Et parce qu'on a une compréhension entre nous qui est plus subtile, j'ai envie de dire. Et Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Et la région, est-ce que c'est une... Alors, on parlait tout à l'heure de Kélian et de Bouge ta ville, ce réseau qu'il a monté, qui accompagne justement les entrepreneurs, les startups. Est-ce que c'est une région où il est facile d'entreprendre? Est-ce que c'est plus facile, moins facile? Est-ce que c'est pareil que partout ailleurs, d'après toi? Alors, je dirais que c'est pas plus facile parce que déjà, ça dépend dans quel domaine d'activité on est. Nous, on a la chance, et moi j'ai la chance, notamment dans la parfumerie, d'être dans le berceau mondial. Donc pour moi, j'estime que c'est une chance, déjà en termes d'expérience, en termes de proximité, en termes de plein de choses. Donc ça, c'est vraiment une chance. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile parce que les contacts et le réseau est beaucoup plus dispersé. Donc c'est pas simple. Mais par contre, je trouve que notamment à Nice, avec les jeunes entrepreneurs, ont créé une synergie et ont créé des consensus qui ont permis aux gens de se regrouper. Et notamment Kélian avec Bouge ta ville. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur un réseau au début qui était un réseau purement féminin. C'est le Club F. Oui. Voilà, que j'admire et que j'adore. C'est Cyrine Caillot, la fondatrice. On a fait un podcast avec elle. Voilà, et elle est inspirante. Et elle m'a donné beaucoup de force dans mon chemin entrepreneurial. Et elle m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont permis d'en rencontrer d'autres. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Kélian. Et je trouve que de plus en plus, et c'est grâce à ces personnes-là, qu'on se soutient, qu'on se rencontre. Et je suis persuadée que les gens qui se ressemblent un petit peu s'assemblent. Et que c'est grâce à ça aussi que je suis là aujourd'hui et que je te rencontre. Donc, je dirais pas que c'est moins facile. Je dirais juste qu'il y a plus de travail pour se faire un réseau pertinent. Ouais, puis je crois aussi, enfin, moi je trouve que la région se prête quand même à pas mal de choses. Bon, déjà, elle est assez désenclavée avec l'aéroport. Tu peux aller quand même très vite partout, et notamment à Paris, parce qu'il se passe beaucoup de choses à Paris. Puis il y a un truc, enfin, moi j'ai trouvé finalement à force de temps, c'est que la météo, l'environnement, les montagnes, la mer, fait que les quelques moments où tu vas te reposer, parce que dans l'entrepreneuriat, on ne se repose pas souvent, non. En fait, c'est très énergisant. Oui. Et ça fait beaucoup de bien. À Paris, quand tu t'arrêtes de bosser, tu prends le métro, tu te tapes 1 heure de transport pour rentrer chez toi. Enfin, voilà, il y a... Je suis d'accord, c'est vrai qu'on a cette chance. Paris, c'est plutôt métro, boulot, dodo. Et effectivement, on a du mal à recharger les batteries. C'est vrai que chez nous, on a une chance... spectaculaire. Il y a la montagne à 1 heure, il y a la mer, on a les pieds dans l'eau. Donc c'est vrai que facilement on arrive à se ressourcer.
Bien que ça peut avoir aussi des inconvénients parce que du coup c'est difficile vraiment de faire la transition quand tous les soirs ou tous les matins il y a beaucoup de divertissements, donc on peut aller se baigner, on peut aller faire du ski, donc c'est un équilibre à trouver. Ouais. Et c'est une chance qu'on a. Maintenant, tout le monde n'est pas capable d'arriver à faire la part des choses, faut le dire. Avant de reparler du parfum en particulier, de ce parfum que tu as développé, je voudrais faire un petit pas de côté et parler quelques secondes des réseaux sociaux. Les fameux. Alors, j'ai l'impression que tu attaches beaucoup d'importance à l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux. Et pour être tout à fait franc avec toi, quand j'ai commencé à travailler cette interview, donc je suis allé voir l'Instagram d'Ingrédientaliste et ton Instagram. On mettra bien évidemment tous les liens dans l'épisode. Je vois les images. Alors déjà, bravo en termes de photos. C'est ultra léché. C'est un photographe qui te dit ça. C'est très, très, très propre. C'est vraiment... Mais... avant que j'appuie sur play ou que je regarde les images, je me dis, oh là, c'est une influenceuse. Parce que tu montres aussi ton quotidien, tu montres le sport et tout. Première image que ça me renvoie. Et puis là, tout d'un coup, je vais quand même un petit peu plus loin parce que c'est important. Et là, ça parle de parfum, ça me parle de passion, ça parle de plein de choses. Et là, je me dis, ok, c'est vraiment sa passion, c'est vraiment son métier. Mais cette première image que tu renvoies, c'est important quand même. Alors, personnellement ou sur la marque ? Sur les deux. Sur les deux. Alors, on va commencer par la marque. La marque, on l'a dit tout à l'heure, on fait face à un marché hyper concurrentiel. Et pour faire sa place, les réseaux sociaux aujourd'hui et l'image est indispensable. Pour moi, c'est presque le plus important. C'est malheureux. Hélas. Mais c'est malheureux, hélas. Mais c'est le plus important. C'est la vitrine. C'est c'est la première chose, d'ailleurs. C'est le premier avis qu'on se fait lorsqu'on va découvrir la marque. Et d'ailleurs, avant même que j'ai parlé de quoi que ce soit, la première chose que n'importe qui va faire, c'est aller sur les réseaux et regarder qui on est. Et donc, si dans les premières secondes, on n'arrive pas à se dire « Waouh, c'est quelque chose », malheureusement, on va être catégorisé ou mal catégorisé pour dire que c'est pas quali. Eh bien, c'est comme ça, on vit dans un monde où tout est représenté par l'image et il faut s'y faire, il faut s'y adapter et je ne suis pas comme ça de base, c'est pas mon... Alors, j'ai beaucoup d'importance à l'apparence, à l'image, mais je suis plus directe. J'aime les rencontres, j'aime parler, j'aime échanger. Et pour moi, un réseau, c'est faux. Voilà, c'est quelque chose qu'on construit. C'est un rôle d'acteur, en fait. C'est pensé, en fait. C'est pensé, et voilà. Moi, je suis plus spontanée, j'aime l'échange, je suis dans la répartie, je suis dans tout ça. Donc, ça a été un gros dilemme, et ça l'est encore, et je pense que ça le sera toujours. Comment faire quand c'est pas vous, ça vous représente pas, et vous n'êtes pas en accord avec ça. Donc, j'ai dû faire la part des choses, et surtout m'entourer de professionnels. Ça a été la clause indispensable. Tant j'ai tout maîtrisé dans la création de la marque de A à Z, parce que je connaissais, parce que je savais faire. Tant l'image et les réseaux sociaux, j'ai tout de suite dit que je ne serais pas capable de le faire, en tout cas pas comme ce que j'aimerais. C'est impossible. Donc, j'ai tout de suite, dès le début, bien avant le lancement de la marque, fait appel à une community manager qui a bien évidemment mis en place une stratégie pour le développement des réseaux et surtout créé toute l'identité visuelle de la marque. Parce que lorsqu'on lance une marque, c'est le plus dur. C'est que d'un coup d'œil, ils sachent nous reconnaître sans savoir qui on est. Donc, quand vous avez une nouvelle marque, c'est très difficile, surtout une marque avec un message, une philosophie, quelque chose, un message à porter. Une marque qui n'existe pas et qui n'est pas du tout positionnée comme les autres, on part de très loin, très très loin. Surtout que moi, j'ai fait le serment de ne pas de mettre tout le marketing de côté et de mettre toute la valeur dans mon produit et d'utiliser que des choses essentielles. Donc, j'ai un flacon très très sobre et très épuré. D'ailleurs, c'est même pas issu de la parfumerie, c'est un flacon pharma, des pompes, des étiquettes très très éco-responsables qui n'ont rien à voir, pas de suremballage. Donc, comment mettre ça en avant ? Comment faire de cette marque, qui est une marque très sobre, épurée, très simple, une marque premium ?
comment de rendre désirable cette marque. Ça a été vraiment tout l'enjeu et le plus gros enjeu de la marque. Après, pour revenir à l'étiquette et le flacon, on sait très bien qu'aujourd'hui, alors on aime bien les choses essentielles, on aime bien revenir à ce qu'on connaît, et ça a un côté un peu old school et vintage qui fait que ça fonctionne aussi. Oui, et moi je suis d'accord avec vous, mais le mettre en avant, le mettre en image, c'est complètement différent. Parce qu'on est habitué, encore une fois, à regarder le flacon. Oh, il est beau, il est lourd, les capots, tout, avoir un beau packaging, alors qu'on est habitué à ça et on s'attend à ça. Donc nous, il a fallu qu'on crée vraiment quelque chose de A à Z. Et pour en revenir à l'histoire de l'image personnelle... Parce que ça se mêle, pardon, hein. Dans ton Insta, en fait, il y a ingrédientaliste et il y a toi. En fait, il y a vraiment les deux. Bah alors, ça a été la grande discussion aussi, dès le départ, avec Marie et la community manager. Si aujourd'hui, ingrédientaliste veut exister, il faut qu'il y ait un attachement. Il faut qu'il y ait un attachement humain. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent se projeter. Il faut incarner. Il faut incarner. Et c'est indispensable. Et honnêtement, j'ai complètement lâché prise là-dessus. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas faire. Je sais pas... je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas créatrice de contenu. Mais par contre, je ferai ce que vous voudrez. C'est-à-dire que dites-moi ce que j'ai à faire, que je raconte mon histoire, que je parle de mon parcours. Voilà, dites-moi ce que j'ai à faire, donnez-moi le scénario et je ferai tout ce que vous voulez parce que je fais confiance à la personne avec qui je travaille et parce que moi, je suis incapable de le faire. Et du coup, je leur ai fait confiance. Elles m'ont orientée sur des choses, mais globalement, c'est pas quelque chose que je sais faire spontanément, c'est pas quelque chose que j'aime faire. J'aime pas partager mon quotidien, j'aime pas, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas envie de faire, mais que j'ai besoin de faire pour incarner la marque et représenter la marque. Et quelque chose, en fait, finalement, qui est naturel et qui est mon quotidien, que je ne sais pas faire spontanément, qui, en fait, doit être retranscrit dans la communication et avec des personnes qui me disent comment faire, parce que globalement, voilà. Non, mais c'est bien, c'est intéressant, en fait, tu vois, d'avoir ton retour et ses clés, et je le comprends maintenant beaucoup mieux. Et en fait, ça... c'est pas que ça crédibilise, mais voilà, je comprends ce que tu fais, parce que c'est vrai que tu vois, première réaction, je me dis, bon, ok, sa photo sur les marches à Cannes, en dehors du fait que tu sois cannoise et que tu sois très contente de faire le tapis rouge, enfin, je m'en fiche, moi, je veux voir une parfumeuse. Mais en fait, dit comme ça et expliqué comme ça, je le comprends parfaitement. Et en fait, justement, j'ai pas envie de... Ma marque, c'est une marque transparente. C'est une marque qui dit la transparence. Et en fait, j'ai pas envie simplement d'être, moi, une vitrine en disant, je suis uniquement une parfumeuse. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, mon quotidien, il n'est pas du tout là. Je suis avant tout une entrepreneuse. Ok, je suis parfumeuse. Ok, je fais des formules, mais c'est pas mon quotidien. Moi, je suis une entrepreneuse et mon quotidien, il est d'entreprendre, de développer la marque, mais pas que. Je suis maman. Et c'est un métier à plein temps. Pour tenir psychologiquement et pour aussi m'épanouir, je fais du sport et j'en ai besoin. Et c'est ça, en fait. C'est ça la difficulté. C'est comment rendre et incarner une marque si derrière, on n'est pas une vraie personne. Et je suis une vraie personne. J'ai beaucoup de défauts, beaucoup de qualités. J'ai des jours avec, j'ai des jours sans. Et j'aimerais beaucoup plus encore partager ça, sauf que je prends pas forcément le temps parce que c'est du temps, parce qu'il faut à la fois que ça soit qualitatif, parce qu'on a une marque premium. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte, mais je veux surtout pas avoir une personnalité vide et faire pour faire avec des belles photos. Ce n'est pas moi, ça me représente absolument pas. Et même si j'ai une marque premium et de parfums de niche et que je suis une parfumeuse, je suis aussi une personne, une vraie personne. Et c'est ça avant tout qui compte le plus pour moi. Alors justement, je voudrais revenir sur ce parfum maintenant. Moi, je suis très admiratif. Alors, comme je le disais, en termes d'odorat, je suis plutôt catastrophique. Et quand je vois les reportages sur les nez et tout, de toute façon, à partir du moment où ça touche à des choses assez fines, à de l'artisanat, et la personne, je suis vraiment en admiration, mais vraiment en admiration. Comment naît un parfum ? Comment naît un parfum ? Comment on crée un parfum ?
Alors, ça, c'est propre à chaque artiste, hein, puisque moi, j'assimile la parfumerie à un art. C'est pas reconnu, mais pour moi, ça l'est. Et ça fait appel aux émotions, à la création, à vraiment le côté propre de la personne. Et chaque parfumeur imagine son parfum comme il le ressent. Alors, il y a des créateurs indépendants qui créent pour eux-mêmes, mais en général, ils ont surtout des briefs de marques, de personnes, en leur disant, voilà, moi, j'aimerais un parfum qui m'évoque un soir de coucher de soleil, en train de marcher sur la plage, à Miami. Bref, c'est une histoire, et donc de cette histoire va être retranscrit une odeur. Ensuite, il y a les créations personnelles. Moi, c'est très propre à moi-même. Je choisis que des matières premières qui me provoquent une émotion et j'ai plutôt tendance à travailler avec des matières premières brutes, pures. En général, un parfumeur, c'est différent. Il va mettre des centaines de matières premières et vraiment travailler à la précision d'orfèvre pour avoir quelque chose de très précis et on ne va pas reconnaître toutes les matières premières. Moi, au contraire, je suis très brute de décoffrage et moi, on ressent toutes les matières premières. D'ailleurs, mes formules sont très minimalistes, hyper concentrées et avec peu de matières premières. Donc, moi, je travaille comme ça. Et d'ailleurs, j'ai toujours travaillé comme ça. C'est la matière première en elle-même, telle qu'elle est. On en revient à la transparence et finalement, la personne comme elle est, la matière, pour moi, c'est pareil. Tu travailles toujours dans un ordre, enfin, l'émotion, l'histoire, la formule Non, ça va dans tous les sens pour ma part. C'est un peu comme mon personnage. J'ai pas d'ordre, j'ai pas de... Et parfois, je vais avoir envie et d'autres pas du tout. Et voilà, non, j'ai pas d'ordre. Est-ce qu'il existe un parfum parfait ? Alors, non. Non, la perfection n'existe pas et heureusement. J'ai envie de te dire heureusement, comme tout. Et ça serait ennuyant, mon Dieu. Oh là là, quelle horreur! Il y avait un film, Le Parfum. Oui, Le Parfum. Histoire d'un meurtrier, c'est ça, où le type il essaye de créer. Oui. Non, mais ça. Alors, comme l'être humain dans toute sa splendeur, l'odeur peut vraiment rendre fou. On peut aimer quelqu'un par son odeur. Hein. Alors, moi, personnellement, ça peut m'arriver. Hein. Donc, je comprends. Et c'est tiré d'une histoire vraie. C'est une de mes questions un petit peu plus loin, donc il ne faut pas... quand est-ce que tu sais que ton parfum, il est terminé ? C'est une bonne question. Pas tout de suite. Parce que en fait, déjà, il a besoin de macérer. La macération, c'est le mélange vraiment quand toutes les molécules et les matières premières se diluent et se dissouent et évoluent. Moi, j'ai vraiment une particularité là-dessus, c'est que je ne fige pas ma macération. Je ne la glace pas, je ne la fige pas, je la laisse évoluer dans le temps comme un bon vin. Donc, je vais avoir avec le temps. Et le temps et l'assimilation et la familiarisation. Et tout de suite, je vais me sentir que c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'incarne. Mais déjà, il faut le faire évoluer sur la peau. Donc déjà, il faut que ça macère. Minimum 3 semaines, 1 mois minimum. Ensuite, je vais le voir évoluer sur ma peau. Et ensuite, je vais le faire vivre avec moi. Et je vais le faire vivre dans tous mes états. Donc, différemment dans la journée, différemment dans la semaine, différemment dans mes états d'humeur, d'esprit. Donc, c'est long, c'est très long. Tu mets que ton parfum, toi ? Ouais, alors là-dessus, je suis une fidèle à la mort. Ça me paraît tellement normal. Oui et non, parce que... Si quelqu'un, tu vois, qui a un vrai nez, après, comme moi, sentait un Chanel numéro 5 sur toi, il va se dire, non mais attends, elle est... Alors non, c'est pas du tout fait comme ça. Non, pas du tout. Je porte pas mon parfum parce que c'est le mien, c'est l'inverse. J'ai porté mon parfum et je l'ai choyé pendant des années et gardé secret pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je le porte parce que c'est toujours mon parfum. Voilà. Comment ça, garder secret ? Ça veut dire que ton parfum existait avant Ingrédientaliste ? Ah oui, depuis. Tu as fait ça en loosé le soir Complètement. Alors, la chance de travailler dans une usine de fabrication de parfums, la chance de pouvoir accéder à toutes les matières premières possibles, inimaginables, la chance de pouvoir formuler
et la chance de fouiner. Donc oui, il y a 10 ans, quand je suis rentrée dans cet univers, j'ai sélectionné les matières premières que je préférais, peu importe le prix, peu importe la concentration, je me suis fait plaisir et je les ai mélangées entre elles. J'ai regardé quand même la santé, parce que comme c'est hyper concentré, je me suis dit, Angie, ça serait bien quand même que ça soit pas trop mauvais pour ta santé, parce que connaissant les formules, je savais ce qu'il y avait dedans et je me suis dit, tu peux pas continuer à porter ça une fois qu'on est derrière les coulisses, qu'on sait ce qu'il y a réellement, c'était pas possible. Donc j'ai choisi mes matières premières préférées, je les ai mélangées et je me suis fait mon parfum. Et pendant 10 ans, 10 années, tout le monde m'a demandé, Angie, c'est quoi ton parfum? C'est quoi ton parfum? Tu leur disais rien. Ah non, mais je leur disais, c'est mon parfum. En soirée, souvent, ça m'arrive où je rencontre quelqu'un professionnellement. Et puis en plus, moi, c'était mon métier. Je créais des parfums pour les autres. J'ai créé des marques, des parfums. Donc souvent, on me disait, je veux celui-là. Ah, mais même pas en rêve. Et en interne, mes parfumeurs, ils ne savaient pas ma formule. Ils ne la connaissaient pas. Et je l'avais cachée, mot de passe, etc. Impossible d'y avoir accès. Tout ça pour faire après un truc où tu marques la formule sur le flacon. Eh bien, c'est justement toute ma personnalité, mon côté paradoxal, c'est tout à fait moi. Voilà. Il y a un parfum que tu réussis pas à créer, tu n'y arrives pas? Non, pas spécialement. Pas spécialement, il y a des parfums que plus ou moins on réussit ou moins bien, mais et puis il y a quand même des chefs-d'œuvre qui sont plus ou moins difficiles. On en parlait tout à l'heure, un Chanel numéro 5, ça fait partie des belles fragrances. Non, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont reproductibles. Il y a des parfums qui t'agacent et que tout le monde adore. C'est pas obligé de citer, mais... Oui. Alors, j'aime pas du tout le gourmand, le sucré. Ah, c'est quelque chose qui me... Ah oui, j'ai des parfums qui me... C'est super. Que je ne... Ah bah c'est... Oui, les gourmands, ce sont les parfums les plus en vogue du moment et les plus vendus au monde. Et oui, il y a des parfums, il y a des odeurs que je ne supporte pas. Ah bah justement, ouais, une odeur que tu n'aimes pas et que tous les gens apprécient, c'est ça. C'est le oui, le sucré, bonbon, liquoreux, affreux. Les parfums fraises Taliana, c'est pas... Alors, c'est pas fraise, c'est vraiment le côté très... très 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 sucré, très rond, ouais. Et alors il y a une note aussi que j'aime pas du tout, le patchouli. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et dans n'importe quel parfum, je suis capable de dire que c'est un bon patchouli, un mauvais patchouli, dire que c'est une bonne compo ou pas, mais alors vraiment c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. T'en as parlé rapidement tout à l'heure, on peut tomber amoureux de quelqu'un avec son odeur? Alors moi oui, clairement, moi c'est le critère numéro 1. Moi je sens tout et tout le monde et de loin, je suis dans une soirée, je sais reconnaître une 50aine de parfums. Ah oui? Ah non, c'est catastrophique et puis je sens pas que les bonnes choses, donc c'est difficile, très difficile. Donc quelqu'un qui a une odeur, pas que parfum, mais une odeur corporelle que j'aime et qui en tout cas à moi me provoque une émotion, ah oui. Si j'étais dans le tram hier, au mouvement social, il y avait un tram toutes les 15 minutes. Hier soir, j'ai adoré. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'odorat, mais ah oui, c'était super. Le retour. Ouais, j'imagine. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et pour ceux qui connaissent, le métro, c'est top. Nice, la région, le Var, tu es varoise. Est-ce qu'il y a une odeur qui te vient tout de suite quand on parle de la région? Oui, parce que cannoise, je ne suis pas cannoise du tout. Je vis à Cannes, mais je suis varoise et je suis née dans le Var. Et alors, on va me prendre pour une folle quand je dis ça, mais globalement, quand je passe l'autoroute, la frontière... La frontière, la fameuse frontière. Entre le 06 et le 83, j'y ai une odeur particulière. Je ne saurais pas décrire ce que c'est. C'est à la fois floral, mais à la fois dans l'air. Moi, je sens le vent. C'est dingue, mais c'est quelque chose où je me sens chez moi. C'est à la fois floral, iodé. Il y a plein de choses et je sens que je suis dans le Var. Alors voilà, c'est particulier, mais c'est comme ça. Si on devait te décrire en 3 odeurs...
Oh mon Dieu. Alors, globalement, maintenant, tous les gens qui me connaissent et qui savent maintenant, en plus, l'identifier, c'est l'ambroxan. Oui. Voilà, il n'y a pas de doute. L'ambroxan et l'ambroxan. Voilà, je mets que ça tout le temps et depuis des années et tout le monde m'identifie et me reconnaît et avant ne savait pas mettre un nom sur cette odeur et maintenant est capable. Donc voilà, c'est comme ça. On arrive bientôt sur la fin de ce podcast. J'ai 2-3 petites questions. Au fond, toi, tu essayes de construire quoi ? Alors, c'est une très bonne question. Au-delà d'une marque, j'ai toujours aimé partager, transmettre et justement. Donc, j'essaie en fait, de simplement partager un message et ouvrir et éveiller les consciences. C'est plus en ce sens qu'Ingrédientaliste est né. Ça va bien au-delà d'une marque. Ouais, c'est pas que vendre du parfum, mais c'est aussi faire évoluer la manière dont on le regarde. Tout à fait, dont on le regarde, dont on le consomme et comment on l'apprivoise. Et ça, pour moi, en fait, on est dans une ère de transparence, on est dans une ère où les gens veulent comprendre. Et ça, j'ai besoin de comprendre. Moi, dans tout ce que je fais, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir, de comprendre, pour pouvoir choisir à bon escient. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager cette possibilité aux consommateurs. Dans 10 ans, tu voudrais... Ingrédientaliste, ça doit être... Enfin, tu aimerais que ça soit quoi ? Que ça soit où ? Que ça ait quelle forme ? Alors, j'aimerais que déjà... Quelle forme ? J'aimerais la même forme que ça a aujourd'hui. Sincèrement, tous les jours, je me pose la question, on en parlait tout à l'heure, est-ce que j'ai fait une erreur ? Est-ce que j'ai des doutes ? J'ai pas de doute sur l'image, l'identité et le sens d'Ingrédientaliste. J'aimerais garder quelque chose de très exclusif. Je n'aimerais absolument pas que ça soit disponible partout et j'aimerais que ça touche une certaine clientèle de personnes épicuriennes en recherche de choses différentes. Au-delà d'un parfum, d'avoir derrière une identité de conscience. Donc, c'est vraiment là. Et donc, je me vois dans des endroits assez prisés, pas sous le feu des projecteurs, pas disponibles partout et pour tout le monde. J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Alors, pour terminer, on a 3 questions récurrentes dans Rendez-vous sur la prom. On n'est pas très loin de la prom, mais tu n'es pas niçoise, tu es la première. D'ailleurs, invitée Quel honneur, merci. N'est pas niçoise. On ouvre nos chakras aussi dans ce podcast. Donc, on va élargir la question, mais les questions vont rester les mêmes. Alors, la région, si tu devais la décrire en un mot, tu n'as pas le droit à 2, c'est 1. Moi, je dirais quand même à 1, j'hésite. C'est soleil, mer, pour moi, c'est ça. C'est un seul. Alors, Méditerranée. Voilà. Ça me va. Voilà. Le type qui décide de ce qui lui va ou pas, n'importe quoi. Voilà. Enfin, c'est mon podcast, je fais ce que je peux. 3 endroits que tu aimes particulièrement dans la région, 3 endroits où tu vas, où tu manges, où tu bois un coup, où tu te balades, voilà, 3 endroits où on peut croiser Angie Vautrin. Alors, un endroit, une adresse ou un endroit... Des endroits où tu te balades, des endroits où tu aimes aller manger, enfin... Particulièrement la plage, j'aime beaucoup la mer. Pour moi, c'est l'horizon, c'est le champ des possibles. Donc, vous me verrez toujours au bord de la mer. Il y a un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est assez prisé, c'est plutôt vers Mandelieu. Ça s'appelle le Bahia Plage, donc ça, c'est vraiment un endroit que j'adore. Oui, j'ai vu plein de stories. Voilà, c'est mon repère. Et je dirais ensuite... c'est une très bonne question, un 3e endroit. Au Clé. Au brunch Clé à Nice, j'aime beaucoup. C'est depuis que j'ai lancé la marque, c'est aussi mon repère. Je m'y sens bien.
Tom et Tiffany sont vraiment des créateurs incroyables. Ils ont créé aussi un concept. Et même si c'est pas dans mon domaine, je sens aussi de bonnes énergies là-bas. Donc, aux clés. Et pour terminer, une personne qu'il faudrait inviter dans ce podcast et pourquoi ? Alors, je pense à beaucoup de personnes, mais qui regroupent vraiment le côté entrepreneurial, le côté de la région et le côté de l'ambition, et avec une forte personnalité, et qui a tout, qui est très 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 inspirant. C'est Antoine Corréal qui a créé la maison House of Corréal, et qui est un designer niçois. Et qui est un peu comme moi, s'adresse et se confronte à une grosse industrie, et qui a vraiment tout le mérite d'être connu et reconnu. Donc c'est vraiment lui que je recommanderais pour ce podcast. Bon, Angie, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir et un honneur. Un plaisir partagé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, le noter et à en parler autour de vous. Ce podcast est une production Audio Pictura. Pour découvrir nos autres réalisations, rendez-vous sur audiopictura.com. Audio Pictura, parce que les plus belles histoires méritent d'être racontées.